La question Banyamulenge revient au centre du débat politique congolais après de récentes déclarations de Martin Fayulu sur l'identité et l'origine de cette communauté, des propos qui relancent une controverse ancienne au cœur des tensions qui traversent l'est de la République démocratique du Congo. Mais qui sont réellement les Banyamulenge et quelle est leur histoire et comment cette question identitaire s'est-elle retrouvée au cœur des conflits dans le nord, dans le sud Kivu? Pour en parler, nous recevons M. Ishara Boutaragaza Johnson. Il est chercheur en gouvernance sécuritaire et peace building, défenseur des droits humains et coordonnateur national de la dynamique génération consciente d'Igenec en sigle et directeur du festival scolaire Mabadiliko. Il est notre invité de ce soir qui fait déjà son entrée. Monsieur Johnson. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Ça va, au rythme du pays, comme on le dit souvent. Au rythme du pays. Déjà, comment vous voyez l'avenir de la République démocratique du Congo? Oui, l'avenir est radieux, comme l'avait dit Emery Patrice Lumumba avant sa mort, dit aux enfants que l'avenir du Congo est bon, donc nous y croyons. Et puis quand on analyse l'histoire des grandes nations, toutes ces grandes nations ont connu des turbulences, les États-Unis qui même après l'indépendance de 1776, ils sont tombés dans une guerre entre les nordistes et les sudistes vers les années 1800 et quelques jusqu'à l'avènement de Lincoln. Donc si on rentre même en France, la France qui avait connu cette maladie qu'on appelait la peste noire, quand vous entrez en Chine, c'est un scandale. La Chine a été colonisée par le Japon pendant plusieurs années. Et moi, je pense que le moment que la RDC est en train de connaître aujourd'hui, c'est comme au fait des souffrances des nouveaux affrontements. Et moi, je pense qu'on est en train d'écrire une très belle page. Et quand on va se réveiller, ça sera une fois pour toutes. Pour imposer les respects au Congo, à l'Afrique centrale et devenir maintenant cette puissance attendue. Les Banyamulenge, une question qui défraye la chronique, sont congolais ou pas? Bon, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça devrait attirer l'attention, parce que le Congo a beaucoup d'autres questions à gérer. Les enfants ont besoin de rentrer à l'école. Exactement. Il y a déjà la saison pluvieuse commence. Kinshasa, est-ce qu'on est prêt à lutter les inondations? Il y a le Kivu, la grande partie occupe aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a beaucoup de questions et je ne sais pas, pour des raisons politiques et politiciennes, on soulèverait chaque fois cette question qui, pour moi, ça ne vaut pas la peine d'être soulevé parce que ça frustrerait tout le jour le Congolais. On a beaucoup de communautés. Et pourquoi une seule communauté ferait le débat tout le jour? On va en parler. Prenez place, Voilà. je vous prie. Merci. Déjà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler politique. Déjà, on fait un petit tour au niveau de ce qui se passe ensemble. Vous avez eu l'écho de ce qui se passe dans ces regroupements politiques. Déjà, il y a certains là qui disent que Moïse Katumbi, s'il était président de la République, on aurait assisté à ce qui se passe aujourd'hui dans sa famille politique. Vous partagez? Bon, moi je pense que la vie politique, il faut la comprendre en tant que telle. Comme le disait le philosophe congolais, on ne peut jamais interdire le politicien à faire la politique. Le parti politique de Marine Le Pen, ce n'est pas Marine Le Pen qui était la présidente de ce parti, c'était son père. Oui. Mais ils ont connu un divorce politique. Donc, et puis la vie humaine qui est caractérisée par des conflits et que je rappelle ici en qualité de chercheur en peace building, le conflit il est naturel, il est normal, il est naître. Donc vivre avec le conflit, ça prouve qu'on est en vie. Oui. Et ça, c'est maintenant dans les organisations sociales. Et aujourd'hui, on a maintenant un parti politique qui est aussi une organisation sociale. Donc, les malentendus peuvent toujours arriver. La différence, c'est maintenant la manière dont on gère ces malentendus. Donc, faire face à des différends dans des partis politiques ou dans une organisation sociale, pour moi, c'est normal. Alors, il suffit, ça appartient maintenant à chacun de tirer les draps selon qu'il veut. Pour ceux qui sont de l'ensemble, ils vont vous dire, voilà, c'est indifférent, qui s'arrangera en famille. Comme je pense, je suivis le secrétaire général de ce parti qui a dit, ils ne sont pas là pour perdre ni l'un ni l'autre, ils veulent seulement mettre de l'ordre, et c'est tout à fait normal, parce qu'ils ont des statuts, les règlements d'ordre intérieur. Il y a certains qui se mécomportent, ben,
ils doivent être châtiés conformément au texte de leur parti politique. Et ceux qui ne sont pas de l'ensemble, ils peuvent crier comme ils veulent. C'est normal, c'est de la politique. On ne se fait pas de cadeaux. On peut en profiter pour en tirer à boulet rouge qui veut recevoir la première balle. Mais moi, je pense qu'il faut seulement comprendre que je vis même à Kinshasa comme à Goma, même dans les églises où le pasteur eux-mêmes se sont bâtis en pleine messe. Alors, comment ça peut arriver? Parce qu'il y a un différent. Et le différent, ça veut dire qu'il y a un conflit. Un conflit parce que ce sont des humains. Et c'est normal, il faut seulement gérer ça. Donc, à tous les niveaux, même au sein des lignes sacrées, vous sentez qu'il y a toujours des bagarres tous les jours. Même à l'IDPS, on a connu cela. À l'IDPS, je pense qu'aujourd'hui, on peut même compter plus de 10 ailes IDPS. On peut comprendre qu'il bat ça. Il y a ceux qui sont partis IDPS rénovés. Il y a même dans l'IDPS originel, si on peut l'appeler comme ça, il y a toujours des franges. C'est normal dans une organisation sociale. Et le plus intéressant, c'est d'appeler tout le monde à l'apaisement et de savoir comment trouver solution à ça. Mais aussi, je pense que les textes de chaque parti n'interdisent à personne de choisir s'il veut continuer ou pas. Si ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas. S'il a été bien corrigé ou pas, il peut toujours... Du sujet. Aujourd'hui, on peut dire que le président de la République a réussi à calmer l'opposition puisque le pays est suspendu à l'arbitrage du président de la République. Après des ultimatums donnés par la C64, il parlait du 15 août qui est passé et puis il promet une marche le 30 septembre. Vous pensez que le président de la République a réussi à calmer l'opposition ou à affaiblir davantage l'opposition de l'opinion nationale? Alors, moi, je ne vois pas... Vous savez que dans un pays sérieux, les conseils de ministres devraient statuer sur une question principale. Comment libérer nos territoires? Tout le jour. On ne devrait pas avoir de ministres qui devraient passer leur week-end dans des célébrations de fêtes de famille. C'est quand même un scandale. Vous voyez? Et on devrait avoir des gens qui manqueraient de sommeil tout le jour parce que on doit savoir quel est le plan de récupération de nos territoires. En commençant par le président de la République. Oui, mais c'est lui le garant de la nation. Exactement. Et nous parler, ça veut dire que nous lui reconnaissons que c'est lui le président de la République. Et il a des comptes à nous rendre depuis qu'il a prêté serment. 3 ans que nos territoires sont contrôlés par une armée dont nous ignorons ce qu'ils font à nos concitoyens. On n'a pas des données claires sur combien de Congolais ont été tués, combien de Congolais ont été enterrés, à quel niveau les droits des Congolais sont bafoués dans cette zone, comment ces gens mangent, sachant que beaucoup aujourd'hui sont en chômage, sachant qu'ils n'ont plus accès à leurs activités quotidiennes. Ça serait ça le quotidien du gouvernement. Mais quand on trouve que, voilà, on ne sait même pas où est passée la suite des Doha, on ne sait même pas où est passée la suite de Washington, ça fait déjà une année, on ne sait pas où est passée la suite de Suisse, où on a été la fois passée. Alors, c'est comme si la République est suspendue en l'air. Mais entre-temps, les gens vivent dans le zone sous horaire aujourd'hui. Sous horaire. OK? Alors, le dialogue, ma crainte, si vous vous rappelez, quand je suis passé ici, j'ai dit que je pense que les comportements des gouverneurs congolais aujourd'hui par rapport à la résolution de cette crise à l'Est, ça profite au même moment et aux rebelles qui sont dans ces zones, et ça profite également à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Comment ça profite? Ça profite parce que autant les rebelles continuent à gérer ces zones, ils imposent leurs lois. Vous savez qu'ils ont même installé une administration judiciaire là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez que même l'administration aujourd'hui qui fonctionne là, l'administration financière, ce sont eux qui récoltent aujourd'hui des recettes. Et ils ont même créé des recettes impensables. Chaque parcelle doit payer. Chaque boutiquier. Même les dockers là, qui soulèvent des marchandises gauche-droite, ils doivent avoir des jetons, même si c'est 1000 francs. Mais si vous avez 100 000 dockers, vous payez 1000 francs par jour, ça fait entrer combien
Ça fait des millions déjà. Alors, comptez maintenant autant de taxes récoltées comme ça. Entre-temps, le courant est là, entre-temps, l'eau est là, et entre-temps, toutes les recettes. Donc, c'est quand même, on a l'impression qu'on laisse ces gens-là à ramasser tout le butin, même ceux qui n'ont pas eu ce jour-là, qui se rassurent. Mais entre-temps, à Kinshasa, on a l'impression que le gouvernement décide de dormir un peu, parce que pour moi, je conçois très mal qu'on puisse suivre la RTNC où on est en train de nous dire on a été dans une célébration, on a dansé, on est passé gauche-droite, comme si l'actualité sur ce qui se passe exactement. Vous critiquez le journal de la RTNC? Non, mais j'ai dit, à un moment, on devrait être sérieux. On devrait faire des éditions spéciales. Édition non seulement spéciale, mais on devrait chaque fois, même celui qui présente le journal, devrait donner l'impression que nous sommes dans un pays en guerre et que nos compatriotes sont pris en otage. Comme qui dirait, on s'est dit qu'on est en guerre, mais on ne veut pas s'habiller comme des gens qui sont en guerre. Nous devons avoir le comportement d'un pays qui est sérieusement agressé. On vous dira qu'on n'a pas déclaré la guerre. On a perdu des territoires qui représentent une superficie de plus que le Burundi en tant qu'État. Non, ça devrait quand même nous faire mal chaque matin qu'on se réveille. Au sein des écoles, chaque matin, on devrait raconter cette histoire à nos enfants pour qu'ils sachent que tu peux bien manger je ne sais pas, ton jus, tu peux bien manger ton pain à Kinshasa, mais sache qu'il y a des enfants là-bas. Quand il pleut, ils sont mouillés même dans leur tente. Il y a des mamans qui sont en train de donner naissance aux enfants. L'enfant quitte le ventre de sa maman, en train de se mouiller parce qu'il a plu. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de médicaments qui rassurent. Et ils ne savent même pas est-ce que cet enfant-là va prendre quelle bouillie. Ça sera une bouillie chaude, ça sera une bouillie froide, ça sera le lait ou ça sera... Je ne sais pas. En fait, ça devrait être ça l'essentiel du gouvernement et qu'on se rassure que voilà, on travaille pour... et voilà, si on ne le fait pas alors, on fait quoi? Vous avez dit que cette situation... la situation, ce qui se passe dans la Oui, ça profite pour les rebelles, ça profite également pour les... Et malheureusement, c'est le peuple qui paye le prix dans tout ça. Je vais démontrer comment ça profite aux ennemis. Et je peux aussi également vous dire, tenez, on a décrété l'état de siège au Nord Kivu. C'était même avant que... Oui, avant que même la rébellion ne puisse. Alors, état de siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en d'autres termes, on va imposer l'autorité de l'État par la force. Exactement. Et cette autorité de l'État, au lieu qu'elle soit imposée par la force, elle a été perdue dans la faiblesse. Vous comprenez ce paradoxe-là? C'est-à-dire que l'ennemi entre chez nous quand nous sommes en état de siège et que ceux qui sont censés imposer l'autorité de l'État par la force nous rappeler chaque fois que pour protéger le civil, nous avons décidé de quitter cette zone plus stratégique. Et on va réagir farouchement. Et on réagit farouchement. On dit toujours que l'armée va riposter. Jusqu'à ce qu'on arrive à Uvira. Vous pouvez vous imaginer la distance entre Bunagana et Uvira. C'est quoi? Il y a toujours des replis stratégiques. Voilà. Et dans tout ça, quand vous voyez maintenant l'état des sièges, c'est que la gestion de la province a été une gestion calamiteuse. Un gouverneur civil qui a été élu par les élites du peuple et qu'on met maintenant en congé. On met un gouverneur militaire, on met un maire de la ville militaire, qui ne va pas rendre compte qui ne rend pas compte aux élites. Et du coup, même le citoyen lambda, les défenseurs des droits humains étaient cloués parce que personne ne doit plus dire ce qu'il est censé dire, parce qu'on va vous dire également que dans un état de siège, les libertés publiques sont limitées, tu vois. Et du coup, la gestion, on ne sait même pas à qui demander. Alors, toutes les recettes récoltées en province, à qui on va demander? Est-ce que vous comprenez même l'Assemblée nationale, ne sait même pas à qui poser la question. Parce qu'on sait maintenant que quand il y a un état de siège, il y a deux ministères qui interviennent. Le ministère de Défense, le ministère de l'Intérieur. Exactement. Alors, est-ce que l'Assemblée nationale va demander au ministre de l'Intérieur de justifier les recettes récoltées dans ces provinces-là sous état de siège? Et au même moment qu'on est sous état de siège, ces provinces n'ont pas bénéficié des projets du gouvernement central à impact visible. Parce qu'on va dire ce qui s'est passé à l'Ituri, il y a quand même des constructions, il y a des projets. On va vous dire qu'on est en pleine guerre. Et cet argument peut passer. Bon, je ne sais pas combien de projets vous avez identifiés à l'Ituri et combien de recettes vous avez comptabilisées pour savoir combien de recettes ont été ramassées, à quel niveau la rétrocession a été faite et cette rétrocession-là a répondu à quel projet. Donc,
on a créé un flou gouvernemental dans cette zone-là. Il y a également ces idées forces des citoyens qui rêvaient grand pour le Congo, qui devraient parler de ce qui va et ce qui ne va pas, qui se sont retrouvés à un certain moment enchaînés. Enchaînés parce qu'il suffit que vous disiez que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est fait, on va vous qualifier d'être en connivence avec le Rwanda. Et quand on vous fait porter une accusation pareille, même à un moment, la famille a peur de s'ingérer dans votre affaire. Et c'est comme ça qu'on a ramené des gens gauche-droite dans des prisons dont on a perdu des traces. Et tout le monde, quand on voit ça, on s'est dit, on doit se taire pour ne pas être comme celui-là. Est-ce que vous comprenez pourquoi les gouvernements maintiennent toujours cet état de siège, malgré que, d'après ce que vous venez de dire, les tableaux que vous venez de peindre, c'est un échec pour vous? Attends, je vais vous dire la vérité. Au Nord Kivu, quand j'y étais, je menais des combats plus farouches et qui ont failli me coûter la vie. Le premier combat, c'était de démontrer au gouvernement congolais que le casque bleu de la MONUSCO ne devrait plus être dans cette zone-là. Parce qu'on nous a convaincus que ce casque bleu, c'était pour l'imposition de la paix. Imposition de la paix. Mais quelle est cette paix qui n'a jamais été imposée jusqu'à aujourd'hui? Depuis 1999. Vous comprenez? Et nous, les Congolais, on est là seulement pour accompagner la MONUSCO. Ça fait 27 ans qu'ils sont là. Moi, je les ai vus venir, j'étais encore gosse. Et aujourd'hui, je suis maintenant père de famille, ils sont toujours là. Et puis, on a fait une étude que le nombre de groupes armés qu'ils ont trouvés à cette époque-là a connu une expansion incroyable. Donc, s'ils ont trouvé 10, nous sommes maintenant de 300. Alors, ils sont. Mais c'est les conseils de sécurité qui renouvellent à chaque fois. Non, mais renouvellent en commun accord avec le gouvernement de ces pays. Alors, si le gouvernement décide, on n'aura pas de sanctions? Nous avons démontré maintenant que nous devons être des nationalistes. Nous devons être des souverainistes. Les souverainistes, c'est quoi leur pensée? Leur pensée, c'est de dire, nous sommes un peuple. Autant les autres sont debout, vaillants, forts, ils ont si imposé l'ordre dans leur pays, nous sommes aussi à mesure de nous organiser et imposer l'ordre. On se souviendra du non-kunda, non-job. Donc, nous devons avoir cette manière-là de penser. Et que malheureusement, je suis toujours dans une désolation de remarquer, même quand on attend le porte-parole du gouvernement parler, après Washington, il va vous dire, enfin, les États-Unis sont d'accord à nous accompagner. Derrière cette phrase, ça veut dire que nous ne reconnaissons pas que nous sommes un peuple souverain, capable à se défendre, capable à penser de son présent et projeter son avenir sur sa capacité à se protéger. Et vous avez vu comment même l'accélérateur a été appuyé dans cette fameuse démarche de la révision du changement de la Constitution. On va y revenir. Où même certains communicateurs disaient, nous voulons changer cette Constitution pour permettre aux États-Unis, parce qu'il y a des choses qui doivent être révisées pour permettre aux États-Unis de venir bien travailler chez nous. Mais ce n'est pas normal, ça. Donc, il y a cela et le deuxième combat, après, c'était maintenant de démontrer noir sur blanc que l'état de siège était une arnaque. Une arnaque parce que ne devrait pas dépasser d'abord 3 mois. Après les 3 mois, si on ne trouve pas solution, ça va à 6 mois. Et puis à 6 mois, si on ne trouve pas solution, on quitte un état de siège, soit on décrète un état d'urgence, soit on décrète un état de guerre. Chaque 15 jours. Oui, mais si vous devez maintenant faire ça 15 jours, c'est 15 jours. Même les députés même ne savent plus à quoi ça sert. On se souviendra que même les élus de la partie Est de la à un moment, ils ont boycotté. Ils ont boycotté des plénières. Ils voulaient même qu'on puisse surseoir et annuler. Ces boycotts n'étaient pas sérieux, en fait. Oh, ils ont aussi boycotté parce qu'ils savaient, après ce boycott, ils seront rappelés. Et ils ont été rappelés. Et maintenant, la suite, c'est quoi? C'est chaque fois, c'est validé, c'est voté. Non, si on avait également des élus sérieux, des élus qui n'ont pas été nommés, parce que également la faiblesse... Vous pensez qu'il y a des élus qui ont été nommés? Oui, la faiblesse de cette législature, c'est que c'est une législature qui a été trop controversée. Avec la publication de la CENI. Attention, avec on viendra vous demander de preuves. Non, ne vous en faites pas. Attention, nous sommes à la télé, on viendra vous demander de preuves. Je sais que je suis à la télé. Vous avez des preuves? Oui. Je suis à la télé. Vous avez des preuves. Attends, je vais vous dire, il ne faut pas aller chercher des preuves à gauche-droite. À combien de reprises la Cour constitutionnelle est revenue sur la vérification des résultats? Jusqu'à la 3e vérification de l'erreur matérielle. Dans quel pays vous avez vu que ça?
La Constitution dit une élection doit se faire dans une journée, n'est-ce pas? Nous avons fait les élections pendant combien de jours? Voilà, mais où est-ce que vous voulez trouver encore d'autres preuves? Ça veut dire qu'on a connu quand même une élection la plus bâclée. Bon, mais des cas de force majeure, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Si on est en mesure de faire une histoire, surtout dans la gestion d'une république, un peu, on dépose l'établier. Vous savez que si on était dans un état sérieux, le même jour-là que le processus électoral est allé au deuxième jour, la CENI devrait annoncer sa démission et l'annulation déjà de ces scrutins. Parce que là, on a vu même des candidats qui avaient de machines à voter à l'heure de. Et ça, vous avez vu partout. OK? Vous étiez en train de demander des preuves et tout ça, vous en avez à gogo. Voilà, donc il y a tout ça. Oui. Maintenant, quand on voit l'attitude et le comportement des élus, on peut tout simplement déduire qu'on a eu la très mauvaise législature parce qu'avec ce que le pays est en train de connaître aujourd'hui, on devrait avoir des députés qui s'élèvent, des députés qui demandent des comptes au ministère de la Défense, des députés qui demandent des comptes au ministère de l'Intérieur. Mais vous avez vu... On a vu un député qui voulait la tête du VPAM de l'Intérieur. Il a été... Ce député-là a été secrétaire général de son parti. Le président de son parti, qui est ministre au gouvernement, l'a radié. C'est quand même grave. Et non seulement qu'il a été radié, on a vu des organisations de la société civile, dont certaines du Nord Kivu, qui ont réussi des enveloppes. J'ai aussi des preuves pour ça. Celui qui veut en avoir, il peut me contacter après, pour aller dire... Nous ne sommes pas d'accord avec la motion d'un député qui vise un ministre. Ça se passe dans quelle démocratie? Alors qu'un député est libre d'initier de... Le député, il est libre. Vous laissez le ministre d'aller s'expliquer. Si à la fin, quand on va voter, qui sont pour, si les députés dans la majorité disent que nous voulons qu'il reste, mais au moins il a répondu, non? C'est un exercice normal. Donc, voilà, mais on trouve qu'il y a trop de questions qu'on gère avec beaucoup de légèreté. Ça laisse à désirer et puis ça donne l'impression qu'on a oublié au fait du jour au jour la souffrance que ce peuple est en train de traverser. S'agissant du dialogue aujourd'hui, le président de la République est le seul maître du temps, c'est lui qui décide. C'est ce qui se passe actuellement. Oui, parce qu'il a en face de lui une opposition aussi affaiblie et faible. L'opposition est faible. Oui, l'opposition est affaiblie. Parce que vous savez, en réalité... Il y a la C64. Ils ont passé des ultimatums. Vous avez vu déjà les défections qui ont commencé dedans. Et alors, je vais vous dire qu'en réalité, une opposition politique n'est pas là pour suivre les orientations ou les bien vouloirs de celui qui dirige. OK? Parce que, tenez, quand l'opposition a prévu une marche, ils ont été convoqués dans un pays voisin. Au niveau de Burundi. Ça m'arrive de faire la diplomatie organisationnelle. Je sais que tout ce qui se passe dans ce genre de ballet diplomatique, tout n'est pas mis à la place publique. Exactement. Nous ignorons tout ce qui s'est passé dans le coulisses. Et je ne veux pas le prêter des intentions. Exactement. Mais ce que l'opinion retiendra, c'est que quand ils sont arrivés au Burundi, en rentrant au pays, ils ont changé le discours. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça m'interpelle en tant que chercheur en gouvernance sécuritaire. OK? Ça veut dire que je ne vais pas m'imaginer ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont seulement été convaincus que le chef de l'État va annoncer qu'il y aura un dialogue? Est-ce qu'ils sont partis chercher un dialogue? Et pour ces dialogues-là, est-ce qu'ils ont déjà un cahier des charges? Parce qu'au moins la Senko a un cahier des charges pour le dialogue. Oui. Ah, voilà. Et quand on dit maintenant dialogue, je vous avais alerté encore pour dire, le dialogue, on ne devrait pas avoir des étapes très distantes. Oui. Donc, on devrait avoir un enchaînement logique. Ça veut dire, ce n'est pas l'Église catholique qui devrait annoncer au peuple congolais que le chef de l'État a accepté qu'il y ait un dialogue. Ça risquerait d'être un cheval de Troie. Oui. Mais plutôt la bonne procédure aurait été que le porte-parole du chef de l'État. Tina Salama. C'était à elle d'annoncer cela. Ça pouvait être elle, ou soit on confie cette mission-là au gouvernement. Parce que la Senko a parlé d'un dialogue inclusif, mais du côté de la majorité, on semble dire que ce n'est pas ce que le président de la République veut. Et ils peuvent même aller au-delà de ça, pour dire que cette annonce-là, c'était mal interprété, mais nous, c'est tous les jours que nous dialoguons. Donc, politiquement... Oui, c'est ça qu'ils ont dit, ils dialoguent avec le rebelle au niveau des Doha. Voilà, donc politiquement, c'était déjà une erreur de procédure. Ils sont tombés dans le piège. Parce que le même jour qu'on avait annoncé que le dialogue va avoir lieu, je pense que j'avais soufflé à l'oreille de quelqu'un qui était à ma gauche, j'ai dit,
ça ressemble à une arnaque politique. Parce qu'après, on devrait laisser, comme ni le porte-parole du président n'a pas parlé, ni le porte-parole du gouvernement n'a pas parlé, ça nous fait réfléchir. Parce qu'après l'annonce, on a piégé même la Senko. Après l'annonce, si on n'était pas piégé, on aurait déjà l'ordonnance. Après l'annonce, l'ordonnance ne devrait pas traîner. Parce qu'à la même minute que le chef de l'État a donné, s'il avait donné son fait vert, on devrait instruire déjà l'équipe qui travaille sur les ordonnances de préparer les ordonnances. Et dans la même soirée, on devrait nous lire l'ordonnance. Si l'ordonnance n'est pas lue, on devrait lire l'ordonnance le jour suivant. Et après avoir lu l'ordonnance, on devrait maintenant communiquer aux Congolais ou aux parties prenantes les thèmes de référence du dialogue. Dans ces thèmes de référence, qu'est-ce qu'on va avoir? On va préciser qui sont les participants au dialogue. Le dialogue va avoir lieu où? Parce que ça, c'est une question également qui peut faire couler d'encre de salive. Il y a des parties prenantes. Si nous voulons bien entendu résoudre le conflit, il y a des parties prenantes qui vont vous dire à tel endroit, nous sommes sécurisés, nous pouvons bien échanger, et à tel autre endroit, nous ne voulons pas. Alors, on doit se mettre d'accord avec. Qui seront également les parties de la commission ad hoc pour diriger cet échange? Parce que c'est un travail également qui n'est pas facile. On a vu qu'on a impliqué les États-Unis. Bon, ils sont jusqu'à quel niveau? On a impliqué l'Angola. On a impliqué la SADC, on a impliqué l'OIA, on a impliqué le Burundi. J'aurais appris qu'on veut également impliquer la Tanzanie. Bon, maintenant, comment on va constituer? Et puis, même quand on constitue cette équipe-là de médiation, toutes les parties prenantes doivent être d'accord avec le médiateur. Vous comprenez? Alors, c'est le terme de référence qui doit expliquer ça. Et il doit y avoir une commission également mixte où les parties prenantes dans une séance de travail, se mettre d'accord sur, là nous sommes d'accord, nous allons rendre compte maintenant à nos hiérarchies, et puis les délégations vont se préparer. Sachant qu'il y a encore, n'oubliez pas ce que je dis, il y a un peuple qui souffre de l'autre côté. Donc chaque action devrait être accélérée pour permettre à ce qu'on arrive à soulager la misère et la souffrance de notre peuple. Bon, maintenant, il n'y a pas l'ordonnance, il n'y a pas un terme de référence, mais on a eu plutôt des contradictions sur ce qu'on a entendu de la Senko. Sortir de l'audience. Et maintenant la diffusion du gouvernement. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Parce que si on veut le dialogue, je ne sais pas, j'ai appris que... Peut-être on attend l'agenda du chef de l'État qui ne permet pas de convoquer ces assises maintenant. J'ai entendu qu'on ne veut pas organiser un dialogue inclusif qui pour... je suivis Martin Fayoulou qui pense que inclusif est dire et le 23 et Kabila... Bien entendu, s'ils sont parties prenantes au conflit, ils doivent être sur la table. C'est ça également le dialogue. Mais de l'autre côté, le gouvernement dit nous ne pouvons pas accepter que le 23 participe. Le gouvernement veut faire un bloc des Congolais pour combattre le Rwanda. Mais c'est Gaston, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Comment vous allez refuser que le M23 participe? Mais parce que le M23 dialogue déjà avec le gouvernement à Doha. Voilà, ça veut dire qu'il y a un dialogue déjà avancé. Il y a déjà un dialogue. Alors, on dit tout simplement, on évite de disperser les efforts. Parce que si nous terminons un dialogue seulement avec l'opposition non armée à Kinshasa, ça va rien résoudre. Non, ça va résoudre peut-être pour atténuer certaines tensions de mouvements populaires. Pour que certains puissent avoir de responsabilités au gouvernement. Voilà, mais ça n'arrive pas à résoudre le problème de la zone occupée. Alors, si vous trouvez également à Doha avec ces rebelles-là, il peut arriver que vous preniez des résolutions sur lesquelles les opposants non armés ne sont pas d'accord. Alors, pour faire une pierre deux coups, mettons-nous sur une même table. Refuser ce schéma veut tout simplement dire qu'on est en train de jouer à la diversion. Et à la diversion qui va nous amener maintenant en 2028 sans élection. Et c'est le schéma qui est en place aujourd'hui. Parce que je ne crois pas que le président aujourd'hui de la CENI soit un expert inimaginable. Pour nous organiser les élections 2028. Ces élections. Même les élections 2028, vous ne croyez pas? Mais déjà, il n'y a pas un calendrier. Déjà, nous sommes dans une période où les processus devraient déjà commencer. Savoir qu'à tel moment... On aura l'enrôlement. Voilà, à tel moment, il y aura... À tel moment. Mais jusque-là, rien. Il va vous dire... L'obstacle aujourd'hui, c'est qu'il y a des zones qui ne sont pas contrôlées et on aura du mal à injecter Denis Kadima, on ne le sent même pas. Il ne parle même pas. Il est tranquille chez nous. Non, il parle quand il annonce que sa commission n'a pas de fonds. Voilà. Mais pour le reste des questions majeures, pour savoir comment on doit éclater le calendrier électoral, qu'est-ce qu'il propose, on n'attend pas parler. Alors, voilà pourquoi je dis que dans tous ces cas, moi, je me mets du côté de mes compatriotes. Tout ce qu'on veut voir,
que ces zones-là soient libérées. Et pour que ces zones soient libérées, je pense que le gouvernement devrait être non seulement proactif, mais également anticipatif. Okay. On ne doit pas avoir un gouvernement qui réagit, mais un gouvernement qui n'anticipe pas les événements. Et ça nous permettrait de nous imaginer que nos zones seront libérées et que nous puissions, pour ceux qui sont éparpillés dans la région des Grands Lacs, que chacun rentre à la maison pour faire les travaux qui lui restent. Autour de cette table des dialogues, est-ce qu'on peut aussi mettre la question du changement de la Constitution? Moi, je ne vais pas anticiper un dialogue avant qu'il ne soit là. Voilà pourquoi je vous avais dit, tous ceux qui vont parler du dialogue, sans avoir consulté les termes des références de ces dialogues, ça serait également gaspiller des salives. Parce que le terme des références peut venir vous annoncer autre chose. Et si vous auriez déjà débattu sur 2 points qui ne reviennent pas, ça veut dire à un moment, quand vous allez vous revoir, parce que moi, c'est parmi les choses que je n'aime pas vivre en tant que communicateur, avoir été dans une émission télé, une émission qui est sur YouTube, j'ai raconté 2 choses, et après 2 mois, je revois cette émission, je me rends compte que je suis en dehors de la réalité. Et ça, je n'aime pas. Monsieur Chara, vous avez été consulté? Consulté par? Vous savez de quoi je vais parler? Oui, je le veux. Vous avez été consulté, sans doute. Par la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Bon, peut-être qu'elle n'a pas eu mes contacts, mais je pense qu'avec le grand rôle que nous avons eu à jouer dans la province du Nord Kivu, dans la jeunesse, État aussi à Kinshasa, elle pouvait me consulter. Mais vous n'avez pas été consulté. Voilà, j'aurais bien voulu être pour écouter sur quel point elle va me consulter. Elle a parlé à votre nom, elle a dit, vous avez donné aussi votre feu vert pour le changement de la Constitution, notamment dans la campagne « Oui, je le veux ». D'abord, je vous informe que j'avais participé à la validation de la politique nationale de la jeunesse. Ce n'est pas un ministre de la jeunesse qui parle au nom de jeunes. Oh. Oui, ce n'est pas un ministre de la jeunesse qui parle au nom de jeunes. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de ratés dans ce que la ministre a fait. Il y a eu beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés. Alors que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, avait dit le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. Mais comment un membre du gouvernement, Grace Coutinho, sort un bon matin avec une campagne dénommée « Oui, je le veux » en rouge? Alors, moi, je crois au potentiel des jeunes. Je vis beaucoup de débats autour de ça. Parfois, je m'abstiens de certains débats quand il y a trop d'émotions. Les gens refusent à y mettre la raison. Je vais rester du côté de la raison. J'ai trop de respect au potentiel de jeunes. J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont compétents, intelligents et qui sont également apaisés, qui ne sont pas agités. Et quand on a nommé mademoiselle Grace Coutinho, je pense que la première télévision qui m'avait réussi pour parler de ça, c'était Téléséquence. J'avais dit, je la souhaite bonne chance. Je pense que la République croit en elle et il faut maintenant prouver. Moi, je n'ai pas de pronostic à faire. C'est une dame que j'ai découvert récemment et elle peut faire si elle s'est fait entourer. Si elle s'est fait entourer par de bonnes personnes qui comprennent bien le besoin de la jeunesse aujourd'hui. Mais par contre, quand je vois l'entourage, je me suis dit, c'est parce que ça va donner en tant que résultat. Et voilà, parmi les erreurs ont commencé à s'accumuler et la plus frappante, elle est celle-là. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Tu veux quoi? Le changement de la Constitution. C'est pour résoudre le problème de la jeunesse. Voilà, je l'ai écouté, elle a dit chef de l'État. Bon, d'abord, tu vois, même le timbre de son discours a perdu l'occasion de ne pas être fait. Parce qu'un timbre d'un discours, de meeting face à une jeunesse avec des capacités diversifiées, il y a une manière de le faire. Bon, mais elle a parlé comme une activiste très arragée. C'est sa façon de faire. Bon, maintenant, il faut distinguer. C'est sa façon de parler. Quand on est dans une prédication, où on est de vouloir faire confesser les gens, et quand on parle à une jeunesse, parce que c'est très différent. Parce qu'au même moment, il était en train de dire, monsieur le chef de l'État. Elle est là, grâce à Émilie Coutinho. Oui, ces jeunes ont besoin de l'emploi. Bon, je ne comprends pas. Si vous venez crier ça devant nous, qu'est-ce que vous dites maintenant dans le conseil de ministres? C'est ça le problème. Vous, en tant que ministre, oui, je le veux. C'est ça, oui, je le veux. Avec chaque vendredi, vous êtes sur une même table avec le chef de l'État. Oui. Et si vous avez toutes ces questions-là, ce n'est pas sur le média que vous allez venir crier. C'est dans ces conseils de ministres que vous allez convaincre
que votre question... Elle s'est comportée en militant de l'opposition. Non, un militant activiste, au fait. Ok. Oui, voilà, de la société civile qui réclame. Qui voilà, réclame les aussi. jeunes. Même la ministre Monsieur le Président de la République. Non, c'est pas possible. Ça, c'était un. Deuxièmement, c'est qu'en réalité, je ne sais pas s'il faut vraiment que nous ayons également une séance de moralisation de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a eu trop de manipulations dans cette histoire. Je connais beaucoup de structures qui, pour être là, et devraient justifier les transports qu'elles ont eus. Okay. Bon, voilà. Ça, apparemment, c'est une habitude de Kinshasa. Mais nous, à Goma, les gens viennent dans les manifestations parce qu'ils sont convaincus. Mais ici, si vous n'avez pas payé les transports à quelqu'un, vous ne verrez personne. Et du coup, il suffit seulement d'annoncer le montant du transport. Vous pouvez même avoir 100 000 personnes. Et dans les 100 000 personnes, il y a peut-être que vous qui savez pourquoi vous êtes là. Les autres, ils ne savent pas. Ils sont venus après l'activité. Remettez-moi, je pars. Et moi, je pense que la jeunesse devrait faire très attention avec cette forme de manipulation. Ce n'est pas intéressant. Parce qu'après avoir consommé les 10 000 francs ou les 20 000 francs, vous avez encore les restes de votre état. Avec le polo rouge. Avec le polo rouge qu'on a confondu avec le polo des, je ne sais pas, des gens qui font des publicités. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire très attention avec ça. Oui. Moi, je pense que Mme Grace peut encore se rétracter. Oui, je sais qu'autour du chef, il y a toujours cette bataille-là où chaque ministre veut montrer que moi, je suis au top. Oui, il a quand même fait quelque chose pour le chef de l'État. Je pense qu'on peut faire mieux. La jeunesse a beaucoup de priorités. Et puis même la consultation. Vous allez consulter. Elle a dit qu'elle a consulté la jeunesse. Mais est-ce que vous savez que quand elle avait annoncé qu'elle va consulter la jeunesse, c'était déjà un aveu d'échec à son pouvoir. Quand vous entrez en fonction en tant que ministre, vous entrez en fonction. C'est-à-dire que déjà... Vous revoyez la ministre Gascoudi. Déjà, vous avez tout un cahier des charges de votre ministère. Vous savez quelles sont les priorités. Vous avez fait une étude en amont et en aval. Mais si on vous donne une attribution dont vous estimez que vous n'avez pas capacité, Monsieur Gaston, je vous conseille de dire au chef, là, je serai canard boiteux. Mais si vous me mettez ici, je serai performant. Parce que je connais ce secteur ici. Voilà, il y a des gens qui ont travaillé sur la jeunesse dans ce pays. Qui maîtrisent bien. Peut-être qu'elle prie aussi pour le président de la République. Oui, c'est bien. Oui. Dans chaque pays, il y a toujours des gens qui prient pour le président, mais ça ne fait pas de vous ministres. Okay? Il y a des gens également qui sont amis à ceux qui sont au pouvoir, mais ça ne fait pas d'eux de ministres. Dans un pays sérieux, même si vous n'êtes pas de la famille politique du président, si on trouve en vous un potentiel, un atout, on peut vous récupérer de là où vous êtes. On vous dit, le pays a besoin de vous. Vous comprenez? Ce n'est pas le président qui a besoin de vous. Le pays a besoin de vous pour occuper cette fonction. C'est ce qui s'était passé, si vous vous analysez bien, ce qui s'était passé pour que l'ancien Premier ministre, qui était passé même ministre des Finances, il était directeur au niveau de BSECO. Oui. On l'amène au ministère des Finances. Il n'était pas du PPRD. Mais on a trouvé qu'il avait quand même des atouts. Permettant à ces messieurs de gérer le finance du pays. Matata arrive, il gère le finance. Après, voilà, on a trouvé que le cadre macroéconomique commençait à bouger. On l'amène à la primature. Voilà, il nous a fait rêver Transco, je ne sais pas. Transco, Bukangalonzo. Tout ce qui va avec, c'était un projet gigantesque qui a été saboté par la suite. Voilà, donc, à un moment, vous pouvez même prendre quelqu'un, parce qu'il n'est pas de votre famille politique, mais parce que le pays a besoin de lui, vous le mettez là pour la marche normale. Donc, ça aurait été ça également la démarche pour la jeunesse. Mais depuis que je commence à observer les ministres qui se sont succédés à la jeunesse, on a l'impression que dans un pays en guerre, où on a besoin d'une mobilisation de la jeunesse, mais c'est un ministère de la cohésion nationale. Voilà, cohésion nationale. Mais c'est un ministère qu'on semble ne pas prendre avec tous les sérieux, au fait. Normalement, ça devait être même un ministère d'État. J'ai toujours pris vous savez, la Côte d'Ivoire, après cette guerre-là civile qui avait eu lieu, Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il devrait maintenant mobiliser la jeunesse. Tu sais à qui il avait fait confiance? Il a fait confiance à Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, qui était déjà dans son histoire, président des étudiants de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous comprenez déjà qu'il sait quelque chose sur la jeunesse. Il avait l'aura. Oui, il avait l'aura. Et si vous l'amenez maintenant au ministère de la jeunesse, il connaît toutes ces bandes de jeunes. Il ne va pas passer du temps à vouloir comprendre le problème réel de la jeunesse dans les consultations. Parce que vous savez, les jeunes, c'est qui? Les jeunes, ce sont ces fumeurs de chambre. Comment vous allez les aborder? La jeunesse, ce sont ces pousse-pousseurs que nous voyons sur le boulevard, nous voyons dans le rond-point, en train de se débattre pour la survie. Beaucoup de jeunes sont le motard ici. Les jeunes ne sont pas seulement les étudiants, bien que les jeunes aussi, ce sont les étudiants aussi. Donc, vous devez maîtriser
toutes ces couches de la jeunesse et vous devez avoir une idée, une politique d'approche pour savoir comment canaliser les efforts et les aspirations de ce jeune. Faire rêver ce jeune. Comment vous allez les occuper? Combien d'emplois vous avez milité pour que ces jeunes soient créés? Ces jeunes ici qui travaillent dans les banques, vous savez comment parfois ils sont maltraités dans ces banques-là. Vous avez mené quelle étude pour savoir est-ce que le SMIG pour les Congolais qui sont là, c'est respecté? En tant que ministre de la Jeunesse, je ne parle pas de l'emploi. Ces jeunes qui sont dans les maisons de gardiennage, vous savez comment ils sont maltraités? Du lundi au samedi, ils passent nuit, mais vous allez apprendre qu'à Kinshasa, quelqu'un a un salaire de $80 par mois. $80 par mois. Comment vous voulez qu'il survive? Quel combat vous avez? Voilà des questions sur lesquelles on a besoin de voir le ministre de la Jeunesse. Et on n'a pas besoin de « oui, je le veux pour ça ». Oui, mais vous n'allez pas crier que les jeunes doivent être au gouvernement. Déjà, vous êtes au gouvernement, vous demandez au président de la République de mettre les jeunes au gouvernement. On ne sait pas ce que vous voulez dire. Et puis, tous les jeunes ne seront jamais au gouvernement. D'ailleurs, s'il y a de l'emploi, s'il y a du sérieux qui est fait dans l'emploi, à un moment, les jeunes peuvent oublier même vos histoires de la politique parce qu'ils vont se concentrer. Vous avez créé combien comment on appelait ça? C'est-à-dire de coopératives agricoles pour les jeunes. Parce que si vous en créez autant dans les provinces, les jeunes n'auront pas besoin de se battre pour être à Kinshasa. Oui, je repose ma question, M. Ishara. Le porte-parole du gouvernement, je crois que vous n'avez pas répondu à cette question, avait dit clairement que le gouvernement n'a pas encore donné sa position sur le changement de la Constitution. Comment expliquez-vous qu'un membre du gouvernement, ministre de la Jeunesse, fait une campagne où on voit que c'est le ministère de la Jeunesse qui a financé cette campagne? Là, maintenant, on veut nous faire croire qu'elle a donné sa position en tant que Congolaise et non en tant que ministre. Comment ça se passe lorsqu'un ministre fait des activités, on sait reconnaître que ça c'est un membre du gouvernement, mais lorsque certaines personnes veulent peut-être ne pas vouloir entrer en profondeur de ce qu'elle fait, on nous dit non, elle a fait en tant qu'une Congolaise qui n'est plus membre du gouvernement. Comment ça se passe? Non, je pense Normalement, dans des pays sérieux, elle devait être sanctionnée. Je pense que les personnes qui disent ça, ça prouve qu'ils n'ont aucun respect aux Congolais. Parce que moi, j'ai horreur de voir des gens qui parlent aux Congolais comme si on estimait que tous les Congolais étaient des abrutis. Okay. Vous verrez un ministre dans un meeting, il se comporte comme quelqu'un qui n'est pas au gouvernement. Et ça, le même jour-là, c'est ce que je vous dis, le même jour-là, on devrait même suivre la RTNC pour qu'une note soit lue. J'ignore le contenu de la note, mais au moins on devrait lire quelque chose de ce genre. Parce que je pense qu'il y a un président qui était sérieux sur ce genre de questions, Mzee Kabila. Lui, n'hésitez pas. Vous commettez ce genre de déviations, en tout cas, suivez la RTNC le soir. Bon, mais on a vu qu'après le meeting, non seulement que madame a dit que c'est... Non, les gens ont dit que c'est à son nom personnel, mais si c'était à son nom personnel, on devrait déjà apprendre qu'il avait démissionné avant d'organiser cette activité. Oui. Mais aussi longtemps que vous organisez une activité au nom du ministre et vous convoquez les structures de jeunes avec les invitations du ministère, donc tout ce que vous allez dire, c'est en tant que ministre, on est d'accord. Cessez de nous prendre comme des abrutis. Ok? Alors, deuxième chose, ce qui avait attiré mon attention, après le meeting, madame la ministre de la Jeunesse n'était pas partie rendre compte à la première ministre. Parce que c'est à la première ministre que chaque ministre doit rendre compte. Elle est allée voir le président de la République. Elle a été reçue par le chef de l'État. Incroyable. Alors, je me suis exclamé un peu. Et ce qui m'a aidé à comprendre, c'est quand je suis rentré dans le procès de l'ancien ministre de la Justice. Constant Moutamba. Constant Moutamba. Quand vous écoutez dans ses moyens de défense, il disait « J'avais déjà reçu le feu vert du chef de l'État. Donc, je ne pouvais pas, même quand je me forme, Madame la Première ministre, si elle fait autant de jours sans me répondre, je considère qu'elle a pris acte. Ça veut dire qu'un ministre, quand même, reçoit l'autorisation du chef de l'État, mais le ministre n'attend pas que le Premier ministre ou la Première ministre puisse donner son quitus. Non, ça, c'est un paralysisme dans le fonctionnement gouvernemental.
C'est vrai que institutionnel. C'est un dysfonctionnement institutionnel. Et si Mme Judith Suminwa, la première ministre, était vraiment très dure envers elle-même, le même soir, là, elle allait dire, moi, avec l'insubordination comme ça, on ne s'y portait pas. Bon, ou soit, quand Madame la ministre de la Jeunesse est partie voir le chef de l'État, elle devrait être avec la première ministre. Et puis c'est la première ministre qui l'introduit. Auprès du président de la République. Mais bon, je ne sais pas protocolairement ce que ça voulait insinuer, mais au moins dans l'éducation à la citoyenneté, à moins s'il y a des pages peut-être qu'on veut retirer dans ce cours, mais au moins dans ce cours, on nous a appris le protocole d'homme d'État, comment il faut faire, comment le gouvernement fonctionne. Alors, qui nous avait menti? Mais ce qu'on a vu, ça nous a quand même embarrassés. Et moi, je pense que tout cela est venu résumer que c'était une arnaque. Et le chef de l'État n'a pas besoin des gens qui les trompent. Merci beaucoup. Le chef de l'État a besoin des gens qui se battent chaque fois pour changer le quotidien des Congolais, l'améliorer, et non pas de flatteurs, et non pas de menteurs, parce que le président de la République peut tirer toutes les leçons du gouvernement ou des régimes qui l'a précédé. Mesdames et messieurs, vous regardez Politis, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Je rappelle que sur ces plateaux, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Ishara Boutaragaza Johnson. J'y arrive. Nous sommes en train d'analyser des questions politiques d'ordre sociétal de la République démocratique du Congo. Nous amorçons petit à petit l'atterrissage de votre émission. Revenons à présent à notre thématique phare, les Banyamulenge. Qui sont-ils réellement en République démocratique du Congo? Ah, la question, elle est... Des Banyamulenge. Non, moi je pense que... Qui sont réellement Banyamulenge? Je salue en passant tous les compatriotes Banyamulenge qui me suivent, parce que j'en connais nombreux. Le fait que j'ai beaucoup travaillé dans la plaine de la Ruzizi, le site Kivu, mais également au nord Kivu. Donc vous maîtrisez très bien cette question. Ouais, je connais, je pense également que c'est une question qui est souvent animée par le politicien. Mais socialement, dans le village, les gens cohabitent. Au fait, ces questions parfois n'attirent pas l'attention de... Voilà, vous avez étudié avec Il Munyamulenge. Peut-être qu'elle était même votre amie, vous ne savez même pas sa communauté. Ça importe peu. Vous vous êtes échangé même le copie le jour de l'examen. Bon, comment vous allez être des ennemis parce que quelqu'un vous a dit, lui, il est de l'autre rive, entre-temps. Et les gens se marient tout le jour là-bas. Vous le savez, c'est la sociologie africaine. Mais alors, devoir de mémoire oblige. Parce que les combats également que nous menons en tant que dynamique génération consciente, nous avons remarqué au fait que parmi les mots qui rongent nos pays africains, c'est qu'on enseigne très mal l'histoire de nos pays. Vous allez voir que dans le manuel scolaire, vous allez toujours voir que l'histoire de la Révolution française, les Mérovingiens, les Capétiens... On ne parle pas du pays. Voilà, c'est vraiment très difficile d'entrer en profondeur du Congo. Et parfois, on a l'impression que le Congo existe avec l'avènement de Belges. Et puis, parfois, vous oubliez que comment ces livres ont été écrits, ils ont été écrits par qui? Ça aurait été ça, la bonne question. Beaucoup de livres ont été écrits par le Belge. Eh bien, vous devez savoir que le Belge ne pouvait pas parler du Congo dans sa beauté originale, mais plutôt... Même certains disent même que l'histoire de Lumumba a été falsifiée. Oui, et c'est parmi les choses qui nous avaient, nous, touchés en tant que Congolais, on a dit, mais c'est bien quand même de pousser la nouvelle génération à bien étudier l'histoire. Ça, votre combat dans la génération consciente. Oui, génération consciente. Vous voyez que c'est un mot qui pèse lourdement. Nous assumons parce que l'histoire de Lumumba, il y a beaucoup de questions qui sont floues dans cette histoire. Et il faut pousser parce qu'il est prouvé que Socrate n'avait pas fait de grandes études. Mais aujourd'hui, c'est parmi les grands philosophes. Il est prouvé également que Mary-Patrice Lumumba n'avait pas fait de grandes études. Mais aujourd'hui, son discours, c'est parmi les discours les plus mémorables. Mais même Che Guevara en avait parlé à la tribune des Nations Unies. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'avoir trop de diplômes pour connaître l'histoire de son pays. On peut être une génération d'autodidactes. Et cette génération, oui, c'est là que je suis en train d'aller. C'est une génération qui lit au quotidien pour comprendre d'où elle vient, où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle est en train d'aller. Alors, quand on rentre dans cette histoire, vous allez voir que tout part par le partage de l'Afrique.
1884-1885, la conférence de Berlin. Oui. Ok. L'Afrique déjà existait avec ses royaumes et ses empires. Et vous allez voir que déjà dans le partage de certains pays, par exemple, il n'existait pas un pays aujourd'hui comme le Rwanda, comme le Burundi. Il existait un pays une zone qu'on appelait Rwanda-Urundi. Voilà, c'était comme une seule zone. Mais avec l'évolution, en 1908, vous savez ce qui s'est passé, Léopold II qui cède le Congo à la Belgique. En 1909, déjà, il y a ces contrôles là de Belge qui veulent maintenant imposer que ce sont eux qui gèrent désormais le Congo. Ce n'est plus une propriété privée de Léopold II. Donc, il y a justement des choses qui allaient bouger sur la représentation géographique. Oui. Et en 1910, il y a des communautés. C'est parce que peut-être parfois, on ne fait pas également voyager nos enfants. Quand vous arrivez dans le Kivu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des communautés qui existent au Congo et qui sont encore dans le pays voisin. Même sans être au Kivu, il y a des communautés qui sont au Congo central, que vous pouvez facilement retrouver au Congo-Brazza, que vous pouvez aussi retrouver en Angola. Exactement. Ok. Ça, c'est la conséquence du partage de l'Afrique. Qui est maintenant le responsable de tout ça? Mais je pense que maintenant, quand les lois sont venues pour réglementer, harmoniser la vie sociale de chaque peuple, on s'est mis d'accord sur comment maintenant chaque peuple va vivre. Et c'est comme ça qu'en 1910, après que les Belges et les Allemands se sont mis d'accord sur le partage, on a dit maintenant, à partir du lac Kivu, parce que pour le Rwanda, ça également, il faut dire à nos compatriotes tous les jours et nos enfants, les batailles entre les Chi, c'est un peuple majoritaire au site Kivu, il y avait eu beaucoup de batailles dans les temps avec le Mwami du Rwanda, qu'on appelle le roi Bugiri. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que le Mwami des Bashi avait même tué le Mwami du Rwanda qui était roi Bugiri, et que l'intention pour le Mwami du Rwanda, c'était d'avancer pour que les lacs Kivu restent du côté Rwanda et qu'ils avancent jusqu'à 300 km. 300 km, donc là, vous pouvez être maintenant vers le Maniema. Et cette zone-là reste pour le Rwanda. Ça, c'est l'histoire. Mais après la défaite, on les a repoussés. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'une grande partie du lac Kivu appartient à la République démocratique du Congo. OK? Alors, en 1910, quand les Belges et les Allemands décident de créer également ces lacs comme une frontière naturelle, et on devrait maintenant annoncer à ces peuples-là, ceux qui sont ici, si vous voulez rester ici, vous avez par exemple 10 jours pour vous déterminer. Oui. Et il y a des gens, il y a des familles qui sont restées là, il y a d'autres qui sont venus ici. Et c'est comme ça même que vous allez voir, c'est que les politiciens ne vous disent jamais. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des Chi qui parlent bien les Kishi, mais qui sont au Rwanda, qui sont des Rwandais? Et dans un meeting comme ça, des campagnes de Paul Kagame, une vidéo qui avait fait également trop de tonneaux sur les réseaux sociaux, il se retrouve dans une zone proche du site Kivu, mais qui est dans le Rwanda, où lui-même il est en train de chanter en Kishi, et là les gens chantent en Kishi. Comment c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'on doit être correct avec l'histoire. Oui. Et c'est comme ça également qu'entre le 18e siècle et le 19e siècle, il y a un peuple qui était à la recherche également du pâturage. Et ce peuple est venu de 3 pays, de la Tanzanie, du Burundi et du Rwanda. 18e siècle, 19e siècle. Et ils avancent jusqu'à vers Uvira là-bas, et ils ont trouvé une colline qui avait vraiment de l'abondance en pâturage, qu'on appelle Mulenge. Ils sont restés là. OK? On peut se mettre d'accord. Oui. Parce que même au Nord Kivu, la communauté, j'en parle sous le contrôle de tous les doyens Nandé qui sont là, vous allez trouver qu'il y a des Nandés qui sont dans le grand nord du Nord Kivu, mais également il y a des Nandés qui ont des ramifications. Des vrais Nandés également se retrouvent aussi du côté de l'Ouganda. Vous pouvez comprendre ça. Et ça ne crée pas de problème. On comprend. OK? Alors, pendant ces temps-là, quand il y a eu des batailles, il y a eu des mouvements communautaires, il y a eu des mouvements de population de masse, plus l'État avance et le mot Munyamulenge a commencé à se faire entendre dans les oreilles des Aïrois en 1970. Oui. Et c'est à ce moment-là, Munyamulenge, ça veut dire, c'est vraiment ceux qui sont spécialisés dans
dans l'élevage, c'est souvent le Tutsi. Les Hutus sont plus spécialisés dans l'agriculture. Et ils sont très forts avec l'agriculture. Et c'est comme ça qu'en venant avec leurs vaches, les Tutsis qui sont venus du Rwanda, les Tutsis qui sont venus de l'Ouganda, plutôt du Burundi, qui sont venus de la Tanzanie, se sont retrouvés ensemble. Ils ont commencé et en 1970, maintenant pour se distinguer avec d'autres migrants nouveaux qui venaient d'arriver, qui soient par exemple de cette même communauté, et ils ont dit, nous sommes les anciens d'ici. OK? Alors, c'est comme ça que vous allez trouver également qu'il y a même des frustrations entre les Tutsis qui sont du Nord Kivu, qui sont là depuis toutes ces années-là, parce qu'il y a dans les communautés du Nord Kivu, il y a également des communautés Tutsis, OK, qui sont dans les barzans intercommunautaires, parce que le barzan intercommunautaire, c'est un regroupement de toutes les communautés représentés par leur sagesse. Et ils sont là. Il y a également ceux-là qui ne voulaient pas être assimilés à ceux qui avaient fui le génocide de 94. OK? Pour se distinguer, ils ont dit, ils sont des Rwandais, nous sommes des Congolais. Ah, mais maintenant, pour couper court à tout ça, la Constitution est venue couper court à tout ça. Et c'est à l'article 10. L'article 10 dit quoi? Et Congolais, chaque personne appartenant à une communauté, à une tribu, à un groupe ethnique qui était au Congo en 1960. Alors, si on rentrait sur ces mouvements-là des 18e siècle, des 19e siècle, est-ce qu'en 1960, les Banyamulenge étaient déjà à Mulenge? La réponse est oui. Est-ce qu'en 1960, il y avait certains Tutsis qui étaient déjà au Congo? La réponse est oui. Donc ils sont congolais, comme l'avait dit le président de la République. Justement. Et moi, je trouve que ce qui est vrai, il faut seulement reconnaître qu'il n'existe pas une tribu qu'on appelle Banyamulenge. Il existe une tribu qu'on appelle Tutsi. Mais des Tutsis, bien entendu, congolais, c'est normal. Alors, si ils veulent s'identifier par Banyamulenge, ça devrait faire également objet d'une validation à l'Assemblée nationale comme une loi, parce que même cette liste des communautés, des tribus, telles que les politiciens ont l'habitude de dire, mais ils ne vous disent pas cette liste a été dressée quand et par qui. OK? Ça veut dire qu'il y a d'autres tribus qui peuvent vous dire, nous ne nous sommes jamais retrouvés. Par exemple, j'étais un jour à Nsélé et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, il y a une communauté qui est entre Kinshasa et Bandundu. Cette communauté ne figure jamais sur les tribus là qui existent au Congo et qui n'a pas une population qui dépasse à 50 000 personnes. Donc on doit reconstituer l'histoire. Voilà, donc moi je pense qu'il faut plutôt donner de la bonne matière à nos enfants et ne pas faire monter des communautés sur les autres. Et je peux être très honnête en vous disant, j'ai eu la chance d'être né au Sud Kivu, avoir des parents du Sud Kivu. Mais toute ma vie, le militantisme, études, tout ça, c'était au Nord Kivu. Donc j'ai eu cet avantage de connaître au même moment le Nord Kivu et le Sud Kivu. Les Banyamulenge, nombreux même, ignorent cette appellation-là de Banyamulenge. Je pense que c'est avec ces guerres ici qu'ils se sont rendus compte, donc je suis Banyamulenge. Et du coup, donc je ne suis pas presque frère à celui-là. Mais il y a d'autres qui portent mieux le Congo dans leur cœur. Mais pourquoi certains, on est en train de citer, pourquoi certains posent problème à la République, surtout dans cette partie de l'Est? On a vu un député, je ne vais pas citer son nom, lui, il est toujours dans la rébellion, il se bat pour la communauté Banyamulenge, ils estiment qu'ils sont marginalisés. Pourquoi ils n'arrivent pas à être à l'aise s'ils sont des Congolais dans notre pays? Non, je pense plutôt que parfois on ment aussi dans le discours politique. C'est juste les politiciens Il n'y a pas que ces discours-là. Il n'y a pas que ces discours pour cette communauté. Toutes les crises qu'il y a à l'Est, il y a toujours des enfants égarés de la République. Et ces enfants égarés viennent presque de toutes les communautés, qu'on ne vous mente pas. Dans ce qui se passe là-bas. Non, pas seulement eux. Et puis même quand le Banyamulenge, quand vous êtes en face d'eux, ils vont vous dire ceux qui sont là, nombreux ne sont pas de nous, nombreux sont de Tutsis. Vous venez de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a au moins ces gens qui pensent être des Banyamulenge et qui sont arrivés au XVIIIe siècle. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont des Tutsis parce qu'ils sont des Congolais. Et puis il y a d'autres qui sont des Tutsis parce qu'ils sont arrivés au Congo avec l'avènement du génocide. Alors, mais quand la Constitution valide, on a du mal maintenant, par manque des activités quotidienne du ministère de l'Intérieur, du recensement, pour savoir qui est qui. Bon, maintenant, quand on voit la personne, parce que le Banyamulenge, les Tutsis des années, je ne sais pas, et ceux qui sont venus récemment, bon, ils ont presque la même morphologie.
Voilà, moi j'aime prendre tous les humains comme mes frères jusqu'à ce que vous me rendiez un mauvais service. Merci voilà. beaucoup. Mais je pense que nombreux se sentent plus congolais que nombreux Congolais qui détournent tout le jour les biens publics. Okay. Nombreux aussi ont défendu le Congo dans ces zones-là, qu'on ne vous mente pas. Comme l'avait dit le président. Oui, tous les Banyamulenge ne sont pas des traîtres, comme tous les Chi ne sont pas, parce que celui qui est adjoint des Nanga, c'est un Chi, mais on ne les dit pas. Okay. Il y a également des Nandes qui sont dans la rébellion, il y a des Hutus qui sont dans la rébellion, donc il y a plusieurs communautés. Il y a des Luba qui sont dans la rébellion, il y a des gens qui sont venus de l'Équateur qui sont dans la rébellion. Moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des Congolais qui sont partis embrasser le diable. Le travail de tous les jours, c'est de voir comment faire confesser ces Congolais pour qu'ils reviennent à la raison. Il est de telle ou de telle autre communauté, ça, ce n'est pas un discours qu'il faut faire consommer à nos compatriotes. Mesdames et messieurs, vous regardez Politis, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité sans filtre de la République démocratique du Congo. Nous amorçons déjà l'atterrissage, la dernière partie de votre émission consacrée aux questions du public. Nous prenons la première question. Bonsoir, monsieur. Réponse directe, question directe à l'invité. Bonsoir, monsieur Johnson. Bonsoir, madame. Moi, c'est Christella Lobota. La première question est de savoir pourquoi les tensions entre communautés se produisent-elles à chaque génération, malgré les multiples processus de paix? Oui, merci beaucoup, madame Christella. Je pense que moi, par exemple, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a certaines lois qu'il faut réviser dans ce pays. Je serai peut-être écrit parce que j'ai géré une jeunesse. Je peux même vous expliquer le contexte. Moi, d'abord, je viens de la province du Nord Kivu. Je suis né dans la province du Sud Kivu. Et quand mon nom, là, chez nous, là, par votre nom, on sait d'où tu viens. OK? Et quand tu es maintenant au Nord Kivu, on a tendance à te montrer qu'ici, tu n'es pas chez toi. Parce qu'il y a des communautés, entre guillemets, qui sont réputées être de cette province. Et là, ça crée des frustrations. Alors, après avoir compris ça, moi, mon combat était de dire à tous les jeunes, battons-nous en nous sentant tous Congolais. Oui. Peu importe d'où tu viens. Mais si tu as un plus à donner au Congo, faites ça, peu importe. Et c'est comme ça que mon équipe, on était presque toutes les communautés réunies parce que vous êtes intelligents à le faire. Alors, ce qui est venu mettre de l'huile sur le feu, c'était encore cette démocratie mal interprétée. Parce que quand les politiciens quittent à Kinshasa, ils viennent avec des t-shirts, ils viennent avec de l'argent, ils viennent avec des drapelets. Ils ne vont pas d'abord organiser des meetings pour parler aux Congolais. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils réunissent rapidement leur communauté et le discours est clair. Je suis votre fils. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, je suis votre enfant. Ne laissez pas ces gens-là aller à Kinshasa et que nous restions ici. Ça veut dire que la communauté se sent incarnée par vous, représentée par vous. Et les gens, j'ai vu des miracles parfois. Quelqu'un que vous avez mangé avec lui, vous avez tout fait avec lui, mais il va vous dire, je ne suis pas avec parce que la communauté m'appelle. Vous voyez? Et quand vous allez, comme ça, beaucoup de politologues ont démontré quand même que la République démocratique du Congo, avec le processus électoral, ça a encore fragilisé la cohésion nationale. Peut-être que dans certains coins, ça va, mais au Nord Kivu, Sud Kivu, c'est grave. Il y a des communautés qui ne se parlaient pas pendant le processus électoral parce qu'on préfère rester pour faire passer notre enfant et faire éliminer l'enfant des autres. Merci beaucoup. La deuxième question ici. Bonsoir, M. Ishara. Bonsoir. Je suis Thierry Tchey. Ma question est la suivante. Peut-on avoir la cohésion nationale sans résoudre la question de l'identité et de la nationalité? Pour sans résoudre, je pense que cette question est déjà résolue. On connaît qui est congolais. OK? Avec, je l'ai dit, la Constitution à l'article 10. Malheureusement, les Congolais ne lisent pas ça. Alors, il y a maintenant aussi des activités régulières qui doivent se faire. C'est les recensements de Congolais. Monsieur, vous avez dit le nom, c'est Thierry. Thierry, vous pouvez parler au micro. Vous avez dit le nom, c'est Thierry. Voilà. Est-ce que vous avez un passeport? Non, j'en ai pas. Voilà. Ça veut dire que je suis dans le droit de vous démontrer que vous n'êtes pas Congolais. OK? Vous allez peut-être me dire par affiliation parce que mon père, il est connu. Mais vous devez avoir une carte d'identité. Une pièce d'identité. Alors, regardez sur votre pièce d'identité. Vous allez remarquer que la CENI nous a fait jouer un tour. Donc, l'ancienne carte, il était écrit que cette carte tient lié des cartes d'identité. Mais on a supprimé ça, c'est resté seulement la carte d'électeur. La carte d'électeur a la validité d'une seule journée. Ça veut dire le jour là que vous avez fini à voter, vous devez jeter la carte. Mais l'autre carte, on l'a gardée parce que ça tenait lieu des cartes
d'identité. Donc aujourd'hui, maintenant, la carte d'identité que le Congolais doit avoir, c'est son passeport. OK? Mais quand vous n'avez pas un passeport, je ne sais pas encore vous êtes Congolais. Vous voyez, peut-être avec son nom, on peut dire qu'il est français. Voilà. Ça veut dire que mon frère, tu es riche. Ces questions-là profitent souvent à certains Congolais en manque de positionnement. Mais le Congolais qui est debout, le Congolais travailleur, le Congolais qui pense Congo dans sa grandeur, il voit tous les Congolais qui sont prêts à faire marcher la navette comme des Congolais, comme leurs frères, et ça avance. Alors, le problème qui se pose, c'est le problème plutôt des gouvernances. Vous savez, si on est un leader fort dans son pays, tu crées des institutions fortes, avec des hommes forts comme des animateurs, eh bien, des questions identitaires ne vont plus se poser. Poser toutes ces questions-là à nos parents, comment ils ont vécu pendant Mobutu. On était fiers d'être appelés Zaïrois. Ça suffisait. Et parfois, il y a maintenant des discours qui circulent de Mobutu. Il est en train de dire, je ne veux pas voir un chef qui a son parsec de la communauté, qui a je ne sais pas qui de la communauté, parce que vous ne venez pas occuper des postes communautaires ici. Voilà les discours d'un chef. Et quand vous faites ça, tout le monde comprend et ça commence à changer. Même dans nos maisons, nos parents ne nous amèneront plus ces discours-là. Et on va me dire, Gaston, c'est ton frère, Madame Christina, c'est ça? Christella, c'est ta sœur. Et on va s'aimer comme ça et on va faire avancer notre pays. Mais chaque fois qu'on nous amène sur ces terrains-là, il y a quelqu'un qui en tire profit. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission en Politis. On a largement dépassé notre temps. Monsieur Ishara. On a dépassé le temps. Monsieur Ishara, la dernière partie de l'émission, carton rouge. Vous en avez un seul. Allez-y, vous donnez votre carton à qui? Alors, mon seul carton que j'ai pensé un jour, si Gaston m'invitait, je donnerais, c'est au président de l'Assemblée nationale. Et même Boji Sangara. Voilà. En quelques secondes, pourquoi? En quelques secondes, parce qu'un président de l'Assemblée nationale ne peut pas chaque fois se déplacer. Quand on le voit apparaître, à part l'hémicycle, il est dans les lancements des travaux. La fois passée, on a lancé les travaux du petit boulevard de 2 km. Il était là, habillé, en chemise, où il y a la photo du président de la République. Alors, si je rentre encore dans mon cours d'éducation à la citoyenneté, je vais tomber sur les chapitres où on nous parle de la séparation du pouvoir. Déjà, quand vous êtes habillé en président de la République, est-ce que vous êtes toujours en séparation du pouvoir? Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'était votre dernier mot pour ce soir, M. Johnson Ishara. C'était notre invité, mesdames et messieurs. On va se retrouver la semaine prochaine, si Jésus ne revient pas, avec le même plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions de l'actualité de la République démocratique du Congo. Allez, si Jésus ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine. Allez, bye bye.